Au cours des 2 précédents épisodes, nous avons vu comment la France, ou tout du moins le socle ancestral des terres françaises, ont voyagé depuis le pôle sud pour venir se greffer au supercontinent Pangée. Puis au cours du Trias, voilà environ 200 et quelques millions d'années, la Pangée, sous l'impulsion des forces tectoniques, a commencé à se fracturer. La France, alors située sur le littoral est de la Pangée, non loin de la déchirure pangéenne, en a subi de plein fouet les conséquences, et le pays s'est retrouvé en grande partie immergé. Parallèlement, durant ce laps de temps, 2 extinctions de masse eurent lieu. La première, celle du Permien-Trias, qui laissa la biodiversité complètement exsangue, et dès la fin du Trias, alors que la nature et l'évolution reprenaient leurs droits, la seconde, celle qui délimite le Trias du Jurassique, se produisit. Notre aventure jurassique débute donc alors que la France est en partie submergée par les eaux de l'océan Tethys et que la biodiversité mise à mal recommence doucement à s'épanouir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Jurassique, la période où la France et l'Europe occidentale en général n'est pas sans rappeler la Polynésie actuelle, un archipel paradisiaque. Pour rappel, le Jurassique, deuxième période du Mésozoïque, débute il y a, pour donner un chiffre rond, 200 millions d'années. Il s'étale sur environ 55 millions d'années pour s'achever, toujours un chiffre rond, il y a 145 millions d'années en arrière. Ces 55 millions d'années qui constituent le Jurassique sont eux-mêmes divisés en 3 parties. Vous l'aurez deviné, inférieure, moyenne et supérieure. A noter qu'on les appelle aussi respectivement Lias, Dogger et Malm. Au cours du Jurassique, la Pangée se disloque, et à l'image d'une histoire d'amour qui se terminerait mal, la Laurasie et le Gondwana, alors enlacés depuis des millions d'années, se séparent à nouveau. Pour résumer brièvement, et comme vous pouvez le voir sur cette animation très schématisée, lorsque le continent Pangée a commencé à se fracturer, le delta issu de cette déchirure, et par extension de l'apparition de l'océan Atlantique Nord, s'agrandit inexorablement. Les côtes marocaines se désolidarisent de celles de l'État du New York. Plus bas, l'Amérique du Sud, encore imbriquée dans l'Afrique, se sépare du continent nord-américain. Plus haut, l'Asie glisse à l'est, laissant l'Europe sous les eaux de la Thétis. Et tout au sud, l'Antarctique fait sécession, emportant avec elle l'Inde et l'Australie. La dislocation de la Pangée est en marche et la morphologie du globe commence à nous sembler familière. Ceci étant, revenons sur les terres de France. Durant la période précédente, le Trias, la grande chaîne hercynienne s'est érodée et la mer venue d'Allemagne, la mer germanique, s'est avancée jusqu'en Alsace et ensuite elle s'est retirée, si bien que la France s'est retrouvée totalement émergée. Mais dès le début du Jurassique, la voilà qui revient recouvrir à nouveau la quasi-totalité du pays. Donc restent émergés les vestiges de la chaîne hercynienne, à savoir le massif armoricain, les Ardennes et le massif central. Au cours de ce processus, se déposent alors en particulier des calcaires qui se forment exclusivement dans l'eau. Ce sont des calcaires retrouvés dans le Jura qui donneront leur nom à cette période, le Jurassique. Tout au long de la période jurassique, la mer affluera et refluera, ce qui entre autres permet aux animaux de se déplacer d'île en île. Même le massif central se verra immergé. Seules les Cévennes resteront à l'air libre. Par ailleurs, il faut aussi prendre en compte les marées, qui elles aussi participent à l'érosion et à la sédimentation. Et les marées sont dues à la Lune. Car si aujourd'hui la Lune est située à 384 000 km, au Jurassique elle était bien plus proche, de quelques 10 000 km. Et selon la troisième loi de Kepler, plus rapide, donc les marées étaient plus fréquentes et leur amplitude bien plus forte. Vers le nord-est du pays, la Lorraine est totalement immergée jusqu'au sud du massif ardennais. Celui-ci est soumis à une intense érosion à cause du climat chaud et humide, et les cours d'eau déposent des minerais de fer. C'est ce minerai de fer datant du Jurassique, la minette comme on le nomme, qui fera la fierté de la Lorraine au cours du XXe siècle. 3 milliards de tonnes en seront extraits, et ce jusqu'en 1993. Par ailleurs, les terres de France étant immergées, elles constituent des hauts fonds de faible profondeur, favorisant le développement des récifs coralliens. Et qui dit récif corallien dit une grande biodiversité alentour. Ainsi, dans les eaux de la Thétis évoluent les ammonites, les bélemnites, sans compter les ichthyosaures, les plésiosaures ou encore les pliosaures, les puissants reptiles marins emblématiques du Jurassique. Quant au fond marin, il foisonne de gastéropodes et surtout de brachiopodes et autres mollusques bivalves proches des huîtres.
Ces animaux marins vécurent dans les eaux peu profondes de notre territoire tout au long de l'ère mésozoïque, soit pas loin de 185 millions d'années. Ce sont ces nombreux fossiles appelés griffés ou griffes du diable présents un peu partout en France qui en témoignent. Ce sont les débris des coquilles de ces animaux qui, s'accumulant au cours des millions d'années, vont constituer une bonne partie des calcaires de notre pays. Par exemple, dans les gorges du Tarn, les kayakistes et autres spéléologues peuvent admirer les roches calcaires érodées qui révèlent l'épaisseur des calcaires du Jurassique. D'autre part, l'érosion des terres émergées mélangées à des boues calcaires forme une roche sédimentaire que l'on nomme la marne. On retrouve ces marnes qui s'étendent depuis le sud de l'Allemagne jusqu'en Bourgogne et au pays de Bray, entre la Picardie et la Normandie. De la Normandie jusqu'à la Bourgogne s'étend un immense lagon. Cette région, que l'on peut facilement imaginer comme les Bahamas d'aujourd'hui, est envahie par des récifs coralliens et toute la biodiversité qui l'accompagne. Ça devait être féerique, idyllique, bref, paradisiaque. La France est donc à ce moment de son histoire un magnifique archipel constitué d'îles plus ou moins grandes où règne une température tropicale. La végétation que l'on peut aisément imaginer très dense est composée majoritairement de conifères. Mais ne vous y trompez pas, si aujourd'hui on en compte 600 espèces, d'après leurs graines et leurs aiguilles fossiles, on estime que près de 20 000 espèces de résineux ont existé au Jurassique. Ajoutez à ces forêts verdoyantes des fougères, des cicadales et le nopier une véritable jungle édénique, bordée de lagons aux eaux turquoises. À l'ouest, le massif armoricain subit les affres du temps, il s'érode. Les sables et les argiles issus de cette érosion s'agglomèrent pour former des marnes à la base des falaises des roches noires. Plus bas, dans le sud-ouest, c'est plutôt calme. Depuis le commencement de la fracture pangéenne ayant amorcé l'ouverture du futur océan Atlantique Nord. Le bloc ibérique se trouve proche de la France. Tout comme aujourd'hui, me diriez-vous, sauf qu'il était proche de la côte aquitaine. De la Galice, la région du nord-ouest de l'Espagne, on pouvait certainement apercevoir les côtes bretonnes. Et le bassin aquitain était lui aussi investi par les récifs coralliens. Non loin, en Aveyron, ce sont les fossiles d'ammonites, de bélemnites et autres poissons qui témoignent du passé jurassique de la région. Mais la plus belle découverte est certainement celle du squelette d'un reptile marin découvert en 1986 dans les marnes noires de Tournemire. Il s'agit du squelette de Oxytanosaurus tournemirensis, un plésiosaure, et plus exactement un élasmosaure, de pas moins de 4 mètres de long qui fut dégagé de sa gangue argileuse. Vu sa taille, il s'agirait d'un subadulte, certainement se réfugiant dans le lagon pour échapper aux prédateurs bien trop imposants pour manœuvrer dans les lagons peu profonds. Pour info, on peut contempler ce magnifique fossile très bien conservé au musée de Millau, en plus des nombreux autres fossiles de cette région qui en est pourvoyeuse d'un grand nombre. Au Trias, c'était une région marécageuse, peuplée de reptiles et d'amphibiens. Puis au Jurassique, la région est envahie par les eaux, devenant ainsi une mer peu profonde, grouillante de vie. Ainsi, outre les éternels ammonites et bélemnites, un fossile d'ichtyosaure fut découvert, l'ichtyosaure de Ségonac, un beau spécimen de 7 mètres de long. Et en parlant d'ichtyosaure, un autre spécimen fut découvert au Pic Saint-Loup, au-dessus de Montpellier. Au fait, je vous parle sans cesse de fossiles. À ce sujet, sachez que le mot fossile provient du terme latin fossilis, qui signifie tirer de la terre. Notre virée géologique étant achevée, parlons biologie, autrement dit paléontologie. Et qu'avons-nous découvert dans notre sol qui puisse nous permettre d'imaginer la faune jurassique française? Comme nous l'avons vu, durant la majeure partie du Jurassique, notre bon vieux pays était sous les flots. Mais outre les coquilles d'huîtres primitives, ammonites et autres bélemnites qui foisonnent dans les calcaires, qu'en est-il des dinosaures et autres reptiles? Dans le bouquin Terre de France, qui sert de fil conducteur pour cette série, Charles Frankel estime qu'une cinquantaine d'espèces différentes de dinosaures ont peuplé la France durant le Jurassique, et qu'à tout moment de cette période, il devait y avoir au moins 5 ou 6 espèces qui se partageaient l'hexagone. Il ajoute ensuite que, sans nul doute, de nouvelles espèces encore méconnues surgiront à l'avenir. Et sachant que ce bouquin date de 2007, ce chiffre est sûrement à revoir à la hausse. Dans l'ensemble, ce n'est pas particulièrement fantastique, car arrosées par les pluies, les îles françaises ont connu une intense érosion, plutôt qu'une sédimentation propice à conserver les fossiles. Fort heureusement, nos chers dinos aimaient bien vagabonder sur les plages en quête de cadavres échoués.
Et sur le rivage, le sable séchant, puis à nouveau recouvert de sédiments, permet la fossilisation des empreintes. Empreintes qui aujourd'hui nous permettent d'imaginer la faune dinosaurienne d'autrefois. Pour info, l'étude des traces fossiles se nomme l'ichnologie ou paléoichnologie. Et croyez-moi, c'est une science à part entière. Pour preuve, durant mes recherches pour écrire cet épisode, j'ai appris que chaque type d'empreinte porte un nom précis. Par exemple, Fujichnia est le nom d'une piste laissée par un animal en train de fuir. Praedichnia, la piste d'un prédateur en train de chasser. Repichnia, la trace laissée par un animal en mouvement. Ou Kubichnia, celle d'un animal au repos. Étonnant, ces sciences méconnues, et pourtant si utiles à notre compréhension du passé. C'est le cas des traces découvertes en 1935 non loin du village de Saint-Laurent-de-Trèves, dans le parc national des Cévennes, où toute une série d'empreintes nommées Gralator minusculus révèlent qu'un dinosaure théropode inconnu de 3 à 4 mètres arpentait le littoral. Et si vous n'êtes pas randonneur, le musée de Millau en expose de beaux moulages de Gralator, ainsi que d'une autre série d'empreintes nommées Eubrontes. Oui, parce que les empreintes portent des noms, tout au moins lorsque l'animal n'est pas identifié. C'est aussi le cas avec des œufs, ou voire même des terriers. Toujours dans le cas où l'animal reste inconnu. On appelle cela une parataxonomie. D'autres traces sont aussi visibles dans le Gard, dans ce qui fut la rive orientale de l'île auvergnate. Et d'autres encore, cette fois-ci en Vendée, sur l'île méridionale de l'ancienne île bretonne. C'est justement dans cette île bretonne qu'il nous faut rester pour trouver un vrai fossile. Entendez par là un squelette fossilisé. Par chance, surtout pour nous, un dinosaure est mort sur une de ces plages et recouvert rapidement par les sédiments. Il fut découvert dans une carrière de calcaire à Hérel, dans le Cotentin. Là encore, il s'agit d'un dinosaure théropode. Baptisé Liliensternus lors de sa découverte, ce carnivore, rebaptisé ultérieurement Lophostropheus herelensis, n'a laissé que très peu d'eau fossilisée. On ne sait que très peu de choses sur cet animal, si ce n'est que ce n'était un carnivore de 5 ou 6 mètres de long, pesant près d'une demi-tonne, appartenant à la famille des Coelophysis, ou Célophysis. D'autres ossements et des dents ont été découverts plus à l'est, dans les falaises des Vaches Noires. Cependant, difficile de se prononcer avec si peu de matériel. Peut-être un mégalosaure, mais rien de sûr. Et puisque l'on parle de mégalosaure, c'est juste à côté, dans les couches de Marne près de Dives, que fut découvert un énorme crâne de mégalosaure. Un gros théropode de près de 11 mètres de long pesant dans les 2 tonnes. Ensuite, non loin de là, vers Caen, un autre crâne de théropode fut découvert. Il s'agit d'un poéquilopleuron, un dinosaure appartenant à la superfamille des Allosauridés. Une autre énorme bestiole de 10 mètres de long. Malheureusement, le matériel découvert en 1835 sera détruit lors de la Seconde Guerre mondiale. Toujours en Normandie, dans le Calvados, on a retrouvé les restes d'un squelette de l'Exovisaurus, un herbivore de 5 mètres de long appartenant à la grande famille des stégosaures. Traversons la France, direction l'Est. Au passage, nous passons au-dessus du bassin parisien. Bon, on l'a vu, c'est immergé. Mais je ne saurais vous parler des terres françaises du Jurassique sans mentionner l'énergie qu'elles nous ont laissée. Au cours des millions d'années, d'innombrables végétaux et animaux comme les algues ou le plancton meurent et tapissent les fonds marins. Et sous certaines conditions, lorsque le fond marin est peu oxygéné, ces organismes, une fois recouverts par des sédiments et protégés de l'oxygène et des bactéries, lorsqu'ils se retrouvent à une profondeur suffisamment chaude, se muent en liquide, le fameux pétrole. Et si c'est encore plus profond et plus chaud, ce n'est plus en pétrole qu'il se mue, mais en gaz. Ainsi, le bassin parisien, dont les gisements de pétrole ont été découverts en 1958, a fourni des millions de tonnes de pétrole. Et en ce qui concerne le gaz, c'est le bassin aquitain qui nous a livré des milliards de mètres cubes. En somme, le Jurassique nous a apporté du fer, du gaz, du pétrole, rien d'autre, de la pierre. Bien des carrières de calcaire sont de cette époque. En Normandie, la pierre de Caen, en Lorraine, la pierre de Jaumont, la pierre dorée du Beaujolais, en Bourgogne, Beaujolais, Bourgogne, ça me rappelle quelque chose. Enfin, bien des monuments ont été bâtis avec les calcaires du Jurassique, comme par exemple la basilique de Vézelay, située dans l'Yonne, ou l'abbaye de Tournus, en Saône-et-Loire.
Tout cela pour vous dire que cette période, bien que vieille de plusieurs millions d'années, a bénéficié et bénéficie encore à notre espèce par les différents processus liés à la géologie. Sans compter les terres sur lesquelles les vignobles s'épanouissent. Mais bon, je vais arrêter de mentionner le pinarque, car vous allez me faire passer pour... Bon, revenons à nos dinosaures. Non, parce que le Nuit Saint-Georges, le Côte de Beaune... Bon, ça va, je m'abstiens. Les dinosaures, ouais. Alors pour cela, jetons un œil du côté du Jura. C'est quand même cette région qui est issue le nom de cette période. Le Jura, pour la petite histoire, est une chaîne de montagnes récente, issue du soulèvement des Alpes. Mais autrefois, à l'instar de la Bourgogne, le Jura était un haut fond marin avec ses récifs et ses lagons. Et lorsque le niveau marin s'est mis à baisser, la pointe sud fut émergée. C'est aujourd'hui la région du Bugey, ou Bugey. Dès le 19e siècle, dans les carrières, on découvrit une multitude de fossiles. Puis, dans les années 70, de nouvelles recherches mirent au jour des fossiles d'animaux marins. Ammonites, oursins, étoiles de mer et bon nombre de poissons de toute taille, y compris des raies, des requins et même des sélacantes. Les chercheurs découvrirent aussi des fossiles de végétaux, fougères et cicadales, et des empreintes. Et parmi ces empreintes de tortues et de crocodiles marins, des empreintes d'un dinosaure bipède. Et vu l'espacement entre les traces, celui-ci devait certainement courir. Était-il en train de chasser? En parlant d'empreintes dans le Jura, si vous me suivez sur Twitter ou sur Facebook, j'ai partagé dernièrement un article mentionnant la plus longue piste de dinosaures sauropodes au monde. Une piste de pas moins de 150 mètres laissée par un animal d'au moins 35 tonnes pour 35 mètres de long. Restons dans le coin, plus exactement sur le site paléontologique de Cérin. Ici, c'est un véritable paléo-environnement qui fut découvert. La qualité exceptionnelle du calcaire a permis de découvrir dès les années 1830 des fossiles de toutes sortes d'animaux et végétaux, permettant de s'imaginer le site 150 millions d'années en arrière. Une lagune tropicale poissonneuse à la végétation luxuriante où vaquaient tortues, crocodiliens et un grand nombre d'animaux. À quelques encablures de là, sur la commune de Coisia, dans l'Ain, une autre série d'empreintes de grands sauropodes nous révèle que les dinosaures étaient légion sur les terres de France, mais malheureusement pas d'ossements fossilisés. Cependant, bien plus au sud, un dinosaure a bien voulu nous livrer son portrait. Pour cela, il nous faut nous rendre dans le Var, ce département richement ensoleillé où les cigales chantent la beauté de l'environnement. Plus précisément, c'est sur le plateau de Canjuers, en 1972, que fut découvert les restes d'un des plus petits dinosaures connus. Il s'agit de Compsognathus, un petit théropode de moins d'un mètre de long pour à peine 2-3 kg. Armé d'une mâchoire aux dents terriblement acérées, ce petit dinosaure coureur très véloce, chasseur d'insectes et autres petits lézards, voire piscivore, était malgré sa petite taille un réel prédateur. À quelque chose près, il devait ressembler à ça. Vous vous souvenez? C'est le début du deuxième Jurassic Park, le monde perdu. Par ailleurs, sur ce même site de Canjuers, ont été aussi découverts les restes fossilisés d'un petit ptérosaure nommé Galodactylus. Et en parlant de ptérosaures, rendons-nous près de Cahors, dans le village de Cressac. Ce village possède les vestiges d'une plage très riche en empreintes de ptérosaures, si riche qu'elle porte le nom aujourd'hui de plage aux ptérosaures. Mais ce qui fait de ce site un lieu remarquable, c'est que les nombreuses traces laissées par ces reptiles volants ont permis de comprendre leur mode de locomotion. En effet, jusqu'alors, on pensait que ces animaux étaient bipèdes lorsqu'ils se déplaçaient sur la terre ferme. Or, l'étude des empreintes de Cressac ont démontré qu'ils étaient dotés d'une locomotion quadrupède. A noter que si vous passez dans le coin, ce site est ouvert au public, sous forme de visite guidée. Je vous laisse le lien dans la description. Pour achever cet épisode, nous restons dans le Var, à Sanary-sur-Mer cette fois, où sur les flancs escarpés d'une petite falaise, des empreintes dactyles, comprenez par là à 3 doigts. Caractéristiques des théropodes nous démontrent que cette partie de la Provence était autrefois le terrain de chasse de divers dinosaures. Pour résumer, vous l'aurez compris, durant le Jurassique, les terres de France furent un magnifique archipel aux températures tropicales, bénéficiant d'une végétation luxuriante. Dans le ciel volaient les ptérosaures, les reptiles marins régnaient dans les mers, et sur la terre ferme s'ébattaient toutes sortes d'animaux, y compris des dinosaures, petits et grands.
Alors je tiens à préciser pour les plus pointilleux d'entre vous que dans cet épisode je suis loin d'être exhaustif. J'aurais pu aussi mentionner Pivetosaurus, Streptopondylus, Dubroiosaurus et bien d'autres encore. Mais comme vous pouvez l'imaginer, en 15-20 minutes, c'est cause perdue. Aussi, j'espère que vous aurez apprécié. Et si tel est le cas, vous connaissez la chanson. Soyez sympa, laissez un petit like, c'est bon pour le référencement. Partagez, exprimez-vous dans les commentaires. Et si au passage vous voulez me laisser un petit pourboire pour soutenir la chaîne, c'est sur Tipeee que ça se passe. Et en parlant de Tipeee, bien entendu, je remercie les tipeuses et les tipeurs. Merci pour votre soutien. Vous êtes tous comme les abonnés de plus en plus nombreux. Mais pas encore assez. Lol. Merci, c'est vraiment chouette de se sentir soutenu et sachez que c'est vraiment très encourageant, tout comme vos commentaires. Je tiens à remercier la prolifique Erika qui m'a aidé à l'écriture de cet épisode. En termes de géologie, cette fille est incroyable. Merci Erika, je t'adore. Sur ce, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à la prochaine. Bye bye.